Rebonjour, après cette pause. Public fidèle, je dis ça pour toi Benoît, ça fait plaisir. Benoît Donofrio, le sobrelier qui était hier sur scène avec nous, on a passé un moment formidable et on est content que tu sois encore là dans la salle. Je suis vraiment ravi qu'on puisse faire la table ronde qu'on va faire aujourd'hui et surtout absolument honorer des trois invités qui nous ont rejoints ici. Tout d'abord Isabelle Perrault, que je vous demande d'applaudir, du Domenico della Molière. À ses côtés, Marie-Ève Lacasse, qui est journaliste à Libération. Je vous demande de l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Et Louise Bouchin, qui est avocate. Je vous demande de l'applaudir aussi. Merci. On a 35 minutes pour évoquer un sujet qui, évidemment, nous demanderait sans doute 35 jours, qu'on n'a pas forcément très bien réussi à résumer. On a tenté ça avec la rédaction en se disant MeToo, le vin mauvais. On veut parler des violences sexistes et sexuelles dans le monde du vin. On l'a évoqué hier, ici, il y avait Floriane de chez Azimut qui le disait quand on parlait du même sujet à propos de la bière, qui disait dans le fond, c'est pas tant le problème de la bière, c'est un problème global. Mais bon, on est sur la scène liquide et comme il y a des affaires qui se passent dans le vin, et tout particulièrement une récente qui nous a tous fait réagir, on va sans doute l'évoquer. On va très vite vous laisser la parole à toutes les trois, mais avant qu'on parte sur ce sujet-là, je voudrais quand même, parce que c'est la clé, Isabelle, qu'on rappelle que tu es une très grande vigneronne. C'est un jugement que j'assume personnellement. Tu es une très grande vigneronne et c'est avant tout ça ton métier. Et il se trouve que tu t'es retrouvée, notamment au travers de Pailleton Pinard, à devenir une lanceuse d'alerte, à endosser en tout cas le rôle de lanceuse d'alerte sur les violences sexistes et sexuelles. Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, je suis militante féministe depuis déjà plusieurs années. Et en fait, je me suis trouvée confrontée à de nombreux témoignages. Les femmes venaient me trouver pour confier leurs histoires, donc essentiellement dans le monde du vin. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, moi, ma principale motivation, c'est que je veux que ça s'arrête. Voilà. Donc, je me suis demandé à un moment donné qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de tous ces témoignages. Et j'ai décidé de créer un compte Instagram qui s'appelle Pailleton Pinard. Au début, j'ai pas dit que c'était moi derrière le compte. Et très rapidement, j'ai eu de nombreux abonnés. Et au bout d'une semaine, 10 jours, de nombreux témoignages en message privé, voilà, où des femmes me racontaient des expériences qu'elles avaient vécues dans le monde du vin, d'agressions sexuelles et de viols et d'agressions sexistes aussi. Quand on voit les posts de Pailleton Pinard, parfois, on a un peu le souffle coupé, parce que, en tout cas, c'est sans doute ça le problème aussi, on ne se rend pas compte, enfin, c'est vertigineux d'une certaine façon. Est-ce que toi aussi, ça t'a surpris de recevoir autant de témoignages et de s'apercevoir que le problème est, finalement, il y a une partie émergée de l'iceberg qui est énorme? Ça ne m'a pas forcément surpris de recevoir ces témoignages, parce que je m'en doutais déjà. Ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, elle se confie si rapidement à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. En fait, elle ne savait pas à qui elle parlait et elle se confiait. Et c'est ça surtout qui m'a surpris. Alors après, quand on venait vers moi et qu'on me confiait ces histoires, je disais qui j'étais. Mais à la base, elle venait vers... c'est comme si c'était leur dernier espoir, en fait. Enfin, je ne sais pas, il fallait qu'elles en parlent. Elles ne savaient pas à qui et elles ont trouvé ce compte et elles en ont parlé tout de suite. Voilà. Et c'est surtout ça qui m'a surpris. La définition des violences sexistes et sexuelles, elle est pas forcément évidente pour tout le monde à comprendre, même si elle devrait l'être. Je me tourne vers... Je sais, on a dit qu'on n'allait pas être trop technique, mais Louise, est-ce qu'on peut quand même revenir un tout petit peu sur de quoi on parle et surtout cette espèce d'impression qu'il y aurait des gradations, ou pas dans la gravité des faits ou des choses, et puis que du coup il y a toute une partie des agressions qui n'en seraient pas, ou qui seraient juste des choses un peu embêtantes finalement, alors que la loi est extrêmement claire sur tout ça. Oui, la loi est extrêmement claire, mais effectivement il y a les violences sexistes qui sont, pour le commun des mortels, je dirais, les préjugés sexistes, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de contact physique, c'est des réflexions. Ça peut être aussi du harcèlement. Et il y a effectivement les agressions sexuelles qui sont les violences sexuelles. C'est ce qu'évoquait Isabelle, les agressions sexuelles et les viols. Mais effectivement, le code pénal, toutes les infractions sont bien définies, mais pas forcément connues de tous.
ça commence très vite. Hein. Ça commence par des gestes, par même des paroles, des paroles. Je dirais avant des gestes. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin, je connais la réponse, mais il y a besoin d'éduquer, en fait, il y a besoin d'apprendre, de réapprendre à tous les âges, en fait, ce que c'est que ce cadre de vie commune. C'est ce que tu fais, ce que vous faites avec ton cabinet aussi, c'est d'aller intervenir. Oui, c'est d'aller intervenir, et c'est ce que fait Benoît aussi, donc c'est pour ça que c'est bien qu'il soit là aujourd'hui, c'est ce qu'il fait avec Bondir, et il faut partout, tout le temps, pas que dans le milieu du vin et de la cuisine, partout, tout le temps, expliquer, parce que personne ne sait, c'est même pas réexpliquer, c'est expliquer, et quand on saura tous, effectivement, pour rejoindre Isabelle, il y aura peut-être plus de violence, mais il faut déjà qu'on sache tous de quoi on parle, ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Et une fois qu'on pourra dire, ça, ce que tu fais, tu n'as pas le droit de le faire, et qu'on sera tous en capacité, en tout cas, d'identifier des situations qui sont inacceptables, au-delà du sens moral, même au sens pénal du terme, les choses, elles évolueront. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on fasse des formations, qu'on puisse, via le compte d'Isabelle, parler de ces sujets-là, qui sont des sujets dont personne ne veut parler. C'est très intéressant qu'on puisse en parler aujourd'hui dans un festival comme Omnivore, parce que c'est des sujets tabous. Évidemment, la presse, on a un rôle à jouer, c'est évident, à la fois d'éducation, mais aussi de passage de l'information. Enfin, ce qu'a fait Isabelle, c'est aussi notre rôle. C'est un travail que tu fais, Marie-Ève. Est-ce que tu rencontres des contre-courants? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est des sujets qui sont journalistiquement faciles à traiter? Est-ce qu'il y a des oppositions, des dénis par rapport à tout ça? Alors, dès qu'on interviewe une femme vigneronne ou une femme du milieu du vin autour des questions des violences sexistes et sexuelles, elles sont plutôt très heureuses de pouvoir enfin en parler et enfin pouvoir avoir une audience importante. Mais c'est aussi notre rôle en tant que journaliste de parler de ce contexte, hein, parce que c'est très important de distinguer les violences sexistes et les violences sexuelles. Ce qui autorise les violences sexistes, c'est évidemment un contexte qui fait que les femmes du milieu du vin se sentent d'emblée très souvent illégitimes dans ce milieu. Pourquoi plus spécifiquement le vin? C'est que le vin, ça reste un produit patrimonial qui est très chargé symboliquement, à la fois pour avoir une cave ou pour être vigneron, il faut quand même avoir de l'argent. Voilà, c'est un produit très très chargé et beaucoup symboliquement. Et les femmes qui arrivent dans le milieu du vin se sentent très souvent illégitimes. C'est quelque chose qui est très insidieux, qui peut commencer dès leurs études. Ça peut être des petites remarques qu'elles essuient au moment de faire les vendanges ou leur stage. Quand elles trouvent un stage, parfois elles ne trouvent pas de stage. Hein, les vignerons ne veulent que des femmes comme stagiaires. Et voilà, c'est le recueil de toutes ces petites phrases blessantes. C'est les regards. Par exemple, dans un salon de vin, on va s'adresser à l'homme pour toutes les questions techniques. Mais au moment de passer à la caisse, évidemment, on se tourne vers les femmes. Voilà, c'est cet ensemble de petites choses qui créent un contexte de violences sexistes qui peuvent ensuite mener vers des violences sexuelles. Et c'est ce que j'ai pu recueillir notamment dans un ensemble de podcasts qui s'appelle Filles de Vigne. Et à ce moment-là, j'ai interviewé énormément de vigneronnes et aucune d'entre elles n'était gênée, en tout cas, d'en parler. Elles étaient plutôt très, très heureuses d'en parler. Et je finis juste sur une chose. En tant que journaliste, c'est important aussi d'interviewer les femmes vigneronnes, pas que sur les questions de violence, mais aller les interviewer aussi. Bon, là, je suis très heureuse qu'on le fasse aujourd'hui, mais par exemple, si je fais un article sur la fermentation de malolactique ou sur les macérations carboniques ou je ne sais quel sujet technique, il m'arrive régulièrement de silencier volontairement les hommes et de n'appeler que des femmes pour qu'elles me parlent techniquement de choses un peu complexes pour montrer que les femmes vigneronnes, elles font aussi autre chose que juste la comptabilité. C'est au-delà de l'idée, il y a vraiment une question de la visibilité effectivement des femmes dans le vin et c'est pour ça que quand on commençait, je tenais quand même à rappeler que tu es avant tout une vigneronne, Isabelle. Cette question de la visibilité des femmes dans le vin, elle est quand même curieuse parce que il y a de très très grandes professionnelles. On voit bien qui sont les plus grandes sommelières du monde. On voit dans les concours de dégustation que les femmes sont même souvent plus forte que les hommes quand il s'agit à l'aveugle de reconnaître des choses. Enfin, on a des vins de vigneronnes incroyables qu'on aime tous. Il y a un fossé quelque part. Comment ça se fait qu'il y ait cette invisibilisation-là dans un univers qui est celui du partage, le vin? En fait, oui, c'est ce que, comme disait Marie-Ève, en fait, moi je le vois bien, hein, quand on vient vers moi pour m'interviewer, c'est très souvent sur justement le côté, on vient chercher mon côté militant, plus sur les violences sexuelles.
Après, les femmes, c'est vrai qu'on a l'impression que dans la mesure où on est maintenant un petit peu nombreuses à militer pour se faire entendre, on a l'impression que les femmes, elles ont tout gagné. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, dans les instances dirigeantes, il n'y a pas de femmes, en fait. Et en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est qu'on aura gagné l'égalité quand vraiment on sera représenté dans les instances dirigeantes et dans les instances qui décident, en fait. Et pour le moment, on ne décide rien. Et quand on parle de sujets vraiment importants, moi, je le vois dans la presse, parce que je relève tout, mais quand il y a des sujets vraiment importants, par exemple sur la crise viticole ou sur... on n'interroge pas de femmes parce que c'est des sujets importants et les femmes, là, Mais en fait, le pire, c'est que c'est pas fait volontairement, c'est involontaire. C'est qu'en fait, ils n'y pensent pas du tout. Moi, je sais qu'avec l'interprofession des vins du Beaujolais, ils me détestent parce qu'en fait, je leur fais relever sans arrêt qu'ils ont des comportements très sexistes. Et ils sont capables de faire une année, ils ont fait une vidéo de promotion pour le Beaujolais nouveau où il n'y avait pas de femme et où il y avait juste une femme, on voyait deux femmes, une qui poussait un caddie et une qui servait un verre. Et quand j'ai dénoncé ça, en fait, on m'a appelé pour me dire oui, je voudrais parler avec vous de ce que vous avez dit. Et j'ai dit en fait, j'ai rien de plus à ajouter. Votre vidéo, elle est sexiste, point barre, quoi. Et si vous n'êtes pas capable de le voir, là, le problème, il est là et ça part de là. Sur un problème comme ça, l'idée, c'est elle nous emmerde, il faut qu'on la convainque d'arrêter de nous emmerder, à peu près, pour le dire grossièrement. Au lieu de se dire, nous, on a un problème, on change quelque chose, c'est comment est-ce qu'on va faire taire ce bruit qui nous gêne. Mais pourtant, il faut continuer à le faire. Ce bruit, on est bien d'accord, c'est ça qui est fondamental. Le fait que ça dérange, que ça gêne et qui se crée du coup une espèce de... Enfin, là, les choses dont on a parlé, c'est qu'il y a un cadre légal, on parle d'égalité, c'est quand même dans la devise de la République française. Tout ça, ça paraît normal, évident, c'est pas des choses à acquérir. C'est normalement la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Elle est égalitaire et ça devrait être une évidence. Et pourtant, ça apparaît après comme une espèce d'opinion politique face à laquelle on pourrait s'opposer, ne pas être d'accord, être dans le déni. Comment on répond à ça? En ne répondant pas, justement, en faisant autrement, ou il faut affronter les gens qui disent le contraire? Moi, je pense qu'il faut les affronter. En fait, le silence, pour moi, le silence, c'est pas une opinion. C'est comme être silencieux face aux violences sexuelles. Quand on se tait, quand on sait quelque chose et qu'on se tait, on se met du côté de l'agresseur, en fait. Et du coup, non, il faut affronter. Enfin, moi, je l'affronte tous les jours et pour leur faire comprendre que quand ils disent rien ou quand ils vont militer pour que je me taise, en fait, pour moi, ils militent pour que les violences sexuelles continuent. Et ça, c'est pas possible, en fait. Et en plus, pour moi, militer contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pas une opinion. C'est pas une. Tout le monde devrait le faire. À quel moment on n'a pas envie d'évoluer tous dans un univers, on va dire du vin, parce que c'est le vin qui nous concerne, mais dans un univers safe. À quel moment, nous, en tant que femmes, on doit faire attention à notre consommation d'alcool pour ne pas se mettre en danger? Parce que ça existe, les femmes font attention à leur consommation pour ne pas se mettre en danger. Et puis quand elles ont eu une consommation d'alcool un peu trop excessive et puis qu'elles ont été en danger, là, elles n'osent pas en parler parce que du coup, comme elles étaient... C'est leur faute. Voilà, il y a cet aspect de culpabilité. On doit faire attention sur les salons, on doit faire attention quand on rentre de salon, on doit faire attention... non, quoi. On a envie En fait, on a juste envie de faire notre travail comme les hommes le font. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Comme des êtres humains. Oui, comme... on parlait de vignerons, vignes... on a parfois l'impression, ou en tout cas j'ai l'impression, que c'est peut-être un petit peu différent quand on est dans les restaurants. On voit un peu plus de sommelières, peut-être. On accorde un peu plus de place à ça. Et puis finalement, les histoires sur les salons montrent que, non, cette impression elle est fausse. C'est à tous les degrés du monde du vin, Marie-Ève, qu'il y a ça, et dans toutes les formes.
en tout cas de toutes les femmes que j'ai pu interviewer dans le milieu du vin, qui sont dans toute la chaîne, hein, évidemment, elles ont toutes celles que j'ai pu interviewer, elles avaient vécu des violences sexistes et sexuelles. Et je crois que le moment où c'est le plus subtil et le plus complexe, c'est quand cette violence sexiste, notamment, elle est intégrée par les femmes elles-mêmes et qu'elles revendiquent cette violence. Je m'explique. Il m'est arrivé d'arriver dans un domaine et de voir un couple de vignerons où il n'y a que le nom de l'homme qui apparaît sur l'étiquette. Et je vois bien que la femme, elle fait plein de trucs, notamment pendant les vendanges, elle gère les équipes de vendangeurs, voire elle vendange elle-même. Et puis pendant toute l'année, elle peut faire de la comptabilité, de l'administration, recevoir des visiteurs, s'occuper des relations médias, etc. Mais certes, ce n'est pas elle qui fait éventuellement la taille ou éventuellement toutes les vinifications à un grand degré de sophistication, mais elle est quand même là 365 jours par an aux côtés de son mari. Et je lui demande, et ça m'est arrivé plus d'une fois, mais pourquoi votre nom n'apparaît pas sur l'étiquette? Et elle dit, non, mais moi je ne suis pas vigneronne, le vigneron c'est mon mari. Et il y a quand même cette envie de garder un équilibre de façade pour que les choses rentrent dans l'ordre, soit dans l'ordre des choses. Et le fait de revendiquer son nom sur l'étiquette, c'est quelque chose qui viendrait briser l'image déique, complètement fantasmé du vigneron qui apparaît comme un homme seul, l'artiste, le seul créateur des choses, comme souvent dans l'art d'ailleurs où il n'y a qu'un artiste alors qu'en réalité on se rend compte qu'il y a tout un atelier derrière qui prépare les couleurs, qui prépare les tableaux, etc. Mais on n'en entend jamais parler. Et ben, dans la vigne c'est la même chose, il n'y a pas un vigneron qui travaille tout seul. Cette image d'Épinal, on peut l'imaginer. Et d'ailleurs les médias sont responsables de ces créations, de cette fabrique de héros. On met toujours en avant un homme seul qui marche dans ses vignes. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Un vignoble, c'est 30 personnes en moyenne qui viennent, qui partent, des salariés, des vendangeurs, des stagiaires. Et donc, déjà, il y a cette image à casser. Mais aussi, en tant que militante féministe, c'est difficile de dire à une femme qui refuse de mettre son nom sur l'étiquette « Oh ben quand même, tu devrais », parce que je n'ai pas à lui dire quoi faire, chacune son parcours. Et c'est la violence la plus difficile et la plus sournoise, à mon sens, à casser, c'est celle qui est intégrée par le patriarcat. C'est d'être, en tant que femme, un relais actif du patriarcat. Et ça, c'est difficile. Ah, c'est un élément essentiel qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, il y a des femmes qui sont, elles aussi, porteuses, même parfois, même pas seulement de ce silence, mais qui sont antiféministes. On en croise, on en rencontre, on l'évoquait juste avant, enfin, on en a tous fait l'expérience, et parfois, le patriarcat est tellement intégré, enfin, en tout cas, les codes sont tellement intégrés, comme tu viens de le dire, que ça crée des freins. Ben, on a vu les images, je vais quand même à nouveau te remercier d'être là, d'autant plus, Isabelle, que hier, tu finissais les vendanges. Donc tu nous arrives vraiment comme ça au bout du travail de ce dur labeur de la vendange. Et quand tu postes les photos de tes vendanges, on voit bien que c'est pas, comme disait Marie-Ève, c'est pas le travail d'une seule personne, toute seule perdue dans les vignes. C'est une équipe, c'est un collectif. Et tu nous montres aussi qu'il y a ce partage, il y a cet échange et que c'est l'essentiel du vin. C'est quand même avant tout ça, le vin, et ça devrait jamais être de la violence. Au contraire, ça devrait être beaucoup d'amour. Enfin, dans tes vins, il n'y a pas grand-chose d'autre que de l'amour et du raisin. Mais... Oui, mais en fait, c'est souvent, on se cache souvent derrière cette image-là. C'est que le vin, c'est du partage et c'est justement, voilà, c'est du plaisir et du partage. Et du coup, on ne veut pas gâcher ça. Et quand on milite contre les violences sexuelles, on a l'impression d'être un peu une casseuse d'ambiance et de gâcher un peu le plaisir. Sauf que voilà, le plaisir, c'est pas nous qui le gâchons de militer contre, c'est ceux qui font, voilà, c'est les violeurs et les agresseurs. Mais après, c'est vrai que oui, comme disait Marie-Ève, en fait, sur un domaine, les femmes, elles ont un vrai rôle. Et on a l'impression, moi souvent, on me dit, maintenant, il y a des femmes dans le monde du vin, on les voit, enfin, maintenant, ça change. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes, elles ont toujours été là. Elles ont toujours été... alors, elles étaient complètement invisibilisées, mais elles ont toujours été là. Sans les femmes, les domaines, ils ne tournent pas. Et ça, je l'affirme vraiment. Donc, OK, il n'y a pas leur nom sur les étiquettes. Elles sont pas là pour... avant, elles n'étaient pas là peut-être pour accueillir les gens. C'est pas elles... mais elles sont là. Sans elles... le domaine ne tourne pas, elles sont là pour tailler, elles sont là pour relever, elles sont là pour vendanger, elles sont là pour gérer l'administratif et elles sont là pour gérer plein de choses. Donc le rôle des femmes, même si elles ne se sentent pas légitimes, parce qu'on leur a bien souvent fait sentir voilà, qu'elles n'étaient pas légitimes, mais sans elles, moi je le dis toujours, sans elles, la plupart des domaines n'existent pas.
Louise, je voudrais revenir sur cette idée du silence. Enfin, de ce qui empêche de parler, de ce qui fait que tu casses l'ambiance. Parce qu'il y a pas seulement, c'est pas seulement verbal ou sur les réseaux sociaux, c'est aussi souvent dans les cours que ça se passe. À la justice, il y a ce qu'on appelle des procédures bâillons. C'est vraiment quelque chose qui est très très utilisé. Oui, alors déjà, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Isabelle. Les femmes, elles ont toujours été là, elles ont toujours travaillé, et les femmes, elles ont toujours parlé aussi. Et qu'aujourd'hui, on a quand même toujours tendance à dire la parole se libère. Et moi, je dirais que c'est quelque chose qui m'agace énormément, c'est que les femmes, elles ont toujours parlé, mais on ne nous a pas écoutés. Et qu'aujourd'hui, on nous écoute au sens large du terme. Là, on nous écoute. Là, aujourd'hui, on les écoute plus. Mais elles ont toujours parlé. Et je pense que ça rejoint un petit peu cette question, même sur les procédures bâillons. Elles ont toujours parlé. En revanche, on ne les a pas toujours écoutées. Donc, il n'y a pas toujours eu de procédure pénale ou civile qui était initiée par les victimes. Aujourd'hui, c'est le cas. Et effectivement, quelle est la réponse des agresseurs? C'est l'attaque. Et donc les victimes, elles sont écoutées, il y a des procédures judiciaires. Et comment répondent les agresseurs? C'est en attaquant les victimes par la voie judiciaire, en attaquant les journalistes bien souvent et en attaquant les militantes. Et c'est le cas d'Isabelle. Et c'est ce qu'on appelle effectivement les procédures bâillons. C'est comment contrebalancer la procédure pénale en la transformant et en essayant de rendre silencieuses les lanceurs d'alerte, les victimes, les militantes, les journalistes qui vont dénoncer ces violences. Avec des conséquences qui sont encore plus graves que seulement le fait de faire taire, mais économiques, ça coûte cher, les procédures, ça engage des frais, ça prend du temps, on ne peut pas faire son travail. Parfois, ça paraît foncièrement injuste de se dire que les victimes deviennent triplement victimes. Enfin, comment est-ce que... comment vous vivez ça au cabinet? Comment tu vis ça, cette bataille? C'est ce qu'on appelle la double peine, la triple peine. Alors, ça peut se cumuler très longtemps. C'est comment on est reçu dans un commissariat, comment on est traité par la justice et effectivement comment on est encore une fois empêché de parler. Mais effectivement, ça n'empêche pas nécessairement de parler celle qui a déjà initié la procédure, mais ça va empêcher de parler les autres. Et c'est ça le but. Isabelle, elle recueille des témoignages. Est-ce que... déjà, on sait qu'il n'y a pas énormément de plaintes dans le milieu du vin ou dans le milieu de la cuisine. Est-ce que de savoir que, in fine, on peut être condamné à payer des dizaines de milliers d'euros, est-ce qu'on va parler? Pas certain. Ou alors on parlera autrement, mais on se dit, je ne vais pas parler et risquer d'être condamné à verser des sommes qu'on n'a pas. Parce que là, c'est ça, on parle quand même de dizaines de milliers d'euros pour avoir uniquement relayé des témoignages. Il y a pardon, on va en parler parce qu'il y a eu ces faits qui nous ont tous absolument choqués. Je le résume peut-être mal, Isabelle, ou tu veux le faire à ma place. Enfin, tu as republié sur Paye ton pinard. En fait, j'ai éteint le micro, non. En fait, moi, j'ai été alertée d'une affaire d'accusation concernant donc un vigneron de Loire qui s'appelle Sébastien Riffaut. Et on m'a transmis donc des articles de presse. Il y avait eu une grosse enquête au Danemark, voilà. Et du coup, moi, j'ai relayé. Et donc, j'ai été... Alors, c'est une affaire qui était à l'étranger. Tout le monde le savait depuis déjà plusieurs mois. En France, comme par hasard, ça s'était arrêté à la frontière, en fait, et personne ne voulait en parler. Moi, quand j'ai commencé à en parler, en fait, des vignerons sont très rapidement venus me voir en me disant que c'était des mensonges, qu'elles voulaient se venger, enfin voilà, le truc habituel. Et puis voilà, et puis après, j'ai été... attaqué en diffamation. J'ai d'abord reçu une mise en demeure pour supprimer les publications et j'ai refusé de les retirer parce que je me suis dit que en fait ça commençait par là de nous faire taire. Alors après c'était c'était peut-être un peu inconscient, enfin je sais pas. Je savais pas ce qui m'attendait surtout. Mais j'ai voulu montrer que quand on parlait, on ne le faisait pas pour se venger, mais on le faisait pour les bonnes raisons, en fait. Voilà. Et puis, en tant que lanceuse d'alerte, pour moi, ça me semblait un peu compliqué de dire je sais, mais je ne vais rien dire. Enfin, ce qui est curieux dans tout ça, c'est qu'au Danemark, le moment où on apprend des choses, tout le monde
réagit de façon très claire. L'importateur refuse de continuer à importer. Les très grands restaurants où le vin est présent le retirent de la carte. Personne ne discute ça. Personne ne met en doute la parole. Et puis, comme tu dis, ça arrive à la frontière et tout change. Tout est transformé. C'est parce que la France est un climat à part ou c'est parce qu'on est trop près de lui ici, tu penses? Je ne sais pas trop comment l'interpréter. En tout cas, je pense que c'est plus facile de m'attaquer moi en France parce que je suis en France. Et puis que symboliquement, en fait, je représente aussi, je suis la porte-parole de toutes les femmes. Et que de me faire taire moi, c'est de faire taire tout le monde. En fait, c'est de nous faire taire toutes. Et je pense que c'est... moi, je l'interprète un peu comme ça. Quand on veut faire taire au plus et au plus vite, on s'attaque à la lanceuse d'alerte. C'est vrai que moi, je parle beaucoup, j'en parle beaucoup. Je n'ai pas ma langue dans la poche et je suis connue pour ça. Donc voilà, je pense que c'est volontairement pour me faire taire et faire signifier à toutes les femmes de se taire et que si elles parlent, après elles savent à quoi elles s'attendront, quoi. Et Louise, sans rentrer dans les détails techniques, mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Et on est dans le cadre, enfin, d'un côté, on va pas décrire ce qu'il a fait, mais c'est des choses quand on voit les témoignages des agressions dont il s'est rendu coupable, ce sont des choses où on a l'impression de se dire, mais tout le monde comprend bien qu'on fait pas ça. Ou alors, même les enfants comprennent qu'on harcèle pas comme il a fait des personnes, on les suit pas jusqu'à leur porte. Enfin, il y a vraiment eu des comportements qui sont clairement inacceptables et illégaux. Comment est-ce qu'on passe de ça à finalement la condamnation d'Isabelle? Alors déjà, je ne vais pas parler trop de cette affaire parce qu'Isabelle a interjeté appel. Donc pour le moment, d'accord, donc on ne peut pas dire. Pardon. On ne va pas parler vraiment du dossier, mais on peut juste parler du fait que c'est deux procédures différentes. L'idée n'est pas de savoir si la personne qui est agresseur, il y a une procédure pénale, elle peut être condamnée pour les faits qu'elle a potentiellement commis. Et là, justement, c'est comment détourner une procédure et se servir du droit de la presse, puisque c'est de la diffamation. Isabelle, elle a été assignée pour des propos dits diffamatoires et non pas parce qu'elle est sa victime et qu'on va faire le procès des faits qui lui sont reprochés à lui. Il considère juste que Isabelle, en repostant ses propos et ses déclarations, s'est rendue coupable de diffamation. Mais c'est uniquement ça le sujet, c'est justement comment détourner une procédure et se servir d'une procédure de presse pour en fait noyer aussi un petit peu le poisson, parce que on n'a pas du tout, c'était pas son jugement pour les faits qu'il aurait potentiellement commis. C'est pas du tout ça l'affaire, justement. Mais à la fin, c'est ce qu'ils font tous. Je veux dire, Patrick, je ne vais pas citer la plupart des personnes qui sont en tout cas mises en cause dans des affaires de violences sexistes et sexuelles. Leur première attaque, c'est celle-là, c'est de dire je vais déposer plainte en dénonciation calomnieuse, en diffamation, en atteinte à ma présomption d'innocence, à ma vie privée. Enfin, c'est comment contourner les choses pour ne pas parler du vrai sujet, mais se servir d'autres procédures pour contourner le droit d'une certaine manière. Là aussi, sur ça, le cadre légal, il est très clair. Effectivement, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On l'a vu dans certaines affaires. On sait aussi, en tant que journaliste, et Marie-Ève, je me tourne vers toi, qu'on a des règles aussi. Nous, on a une déontologie. Il y a des gens qui le font proprement et qu'à partir du moment où on informe et qu'on a des sources et qu'on a fait la contradictoire, etc., on peut en parler. Et on a bien vu dans la plupart des affaires que quand on n'est pas sûr, on n'en parle pas. On a vu que toutes les journalistes qui ont enquêté sur tout ça ont fait des enquêtes de fond. Alors, elle est où la ligne? Enfin, à quel moment est-ce qu'on tombe dans la diffamation? C'est quoi le est-ce qu'on peut suivre des formations pour je sais pas. Enfin, comment on s'en sort de ça? Oui, alors là, j'ai envie de dire que les propos n'étaient pas du tout diffamatoires et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir quand même faire appel et qu'on ose espérer que la décision de la Cour d'appel nous sera favorable parce que réellement, en l'espèce, il n'y a pas, pour moi, de difficulté. Donc, rassurons-nous, on peut quand même dénoncer des choses, on peut avoir des comptes comme Taïton Pinard, on peut écrire des articles de presse sur ces sujets-là sans risquer, en tout cas, d'être condamné. Après... ça reste des magistrats, les décisions de justice peuvent être... on ose espérer que cette décision de justice ne sera pas confirmée en appel, quoi. Dans toutes ces affaires-là, et c'est peut-être une question que je vous pose à toutes les trois, on pourrait aussi se dire, j'ai trop bu, j'ai fait une connerie, je m'excuse.
je le dis, je m'en rends compte, et puis peut-être même que j'apprends, que j'écoute. Et puis ça pourrait aller, non? Ça pourrait pas marcher comme ça, si on disait pardon? Ça n'arrive jamais. Donc oui, j'aimerais bien. Mais, Désolé d'avoir fait une blague. Mais ça n'arrive jamais. Enfin, honnêtement, j'ai pas d'exemple comme ça, en fait. Il y a toujours une minimisation des faits. Du coup, ben, si voilà, c'est pas grave, ou j'étais bourré, ou elle était bourrée, ou on s'amusait, ou enfin voilà, il y a toujours une minimisation. Et non, honnêtement, j'ai jamais vu un homme coupable de violence s'excuser. Enfin, Mais est-ce que ça serait pas une solution? Enfin, est-ce que c'est pas ça vers ce vers quoi il faut tendre? Bien sûr, il faut les supprimer, mais aujourd'hui, elles existent. Est-ce que la première façon de prendre conscience et d'évoluer, c'est justement de se dire, ben, prenons conscience, disons, j'ai fait une bêtise, ce sont des choses mal. Non, et que si des hommes s'avançaient et commençaient à dire, ok, moi j'ai 52 ans, je sais très bien que ma vie, dans le monde dans lequel j'ai grandi, pardon de parler de moi, mais je sais que j'ai fait des choses qui... Il faut apprendre au fil de la vie. On grandit aussi, on est un petit garçon, on grandit dans un monde. Bon, on a tous besoin de comprendre, d'échanger, d'apprendre, de se mettre à la place de l'autre. On n'est pas tous fait pareil, mais on peut. Et puis c'est comme ça qu'on avance. Quand tu dis personne s'excuse jamais, ça paraît quand même. Enfin, les gens s'excusent de. Allez, pourquoi? Vous avez la réponse à ça? Ça me paraît tellement incompréhensible. Moi, non, j'ai pas la réponse parce qu'en fait, je pense que en fait, c'est le contexte qui fait que personne ne s'excuse. Parce qu'en fait, le contexte, il est pro-homme et enfin, on est quand même dans une société patriarcale et que les femmes, par définition, elles mentent. Et du coup, quand une femme va déposer plainte, d'ailleurs, on va lui demander de prouver qu'elle ne ment pas. Mais déjà, dès le départ, je trouve que ça ne va pas. Et voilà, donc du coup, c'est compliqué. Enfin, quand on est victime soi-même d'une agression, déjà, il faut déjà intégrer, il faut déjà comprendre qu'on a été victime d'une agression. Parce que nous-mêmes, depuis qu'on est petite, en tant que femme, on a entendu nos pères, nos frères ou nos amis minimiser ce genre de situation ou leur dire, par exemple, y a une telle qui dépose plainte contre elle, quelle menteuse, machin. Enfin, je veux dire, on sait pertinemment que si ça nous arrive à nous, on sait comment ça va réagir autour de nous. Et les hommes savent qu'ils auront le soutien de leur père, en fait. Et là, on le voit très bien. Enfin, moi, je le vois très bien dans le monde du vin. En fait, ils se soutiennent, mais c'est incroyable. Enfin, moi, franchement, j'ai été sidérée. Alors, oui, il y en a qui prennent parti et qui sont des alliés, mais pas assez, en fait. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que la parole des femmes, elle vaut pas grand-chose. Et celle des hommes, elle vaut beaucoup plus. Et en fait, on a besoin d'hommes, que les hommes soient nos alliés et qui relaient nos paroles, parce que eux, s'ils disent la même chose que nous, eux, on va les applaudir et eux, on va les croire. Et nous, on va nous traiter de menteuses. Et ça, c'est très compliqué à... Enfin, je veux dire, quand on en prend conscience, c'est difficile. Et aujourd'hui, moi, je me disais au départ, tant pis, on sera des femmes. Moi, au départ, il n'y avait que des femmes qui me soutenaient. Et je me disais, c'est incroyable. Enfin, comment c'est possible? Et puis après, je me suis dit, tant pis, on sera des femmes, on sera des guerrières et on va y arriver. Et en fait, non, on n'y arrive pas parce que la justice ne nous écoute pas, la justice ne nous protège pas. Et toute seule, on n'est rien, on n'est personne. Et moi, là, quand j'appelle à l'aide des hommes qui pourraient me soutenir, mais ils ne me répondent pas, ils ne me soutiennent pas, en fait. Il n'y a que les femmes. Les femmes, elles sont capables de prendre des risques, en fait, et parce qu'elles savent qu'elles ont tout à perdre et qu'elles perdront tout. Enfin, on le sait, moi je le sais, j'ai perdu plein de choses, mais on est prête à ça. Et le courage des femmes, franchement, moi, je voudrais vraiment souligner le courage des femmes, parce que tous les témoignages que j'ai,
il y a des plaintes quand même. Au mois de juillet, il y a 3 plaintes qui ont été déposées dans le monde du vin. Il y a des plaintes qui sont déposées et elles sont vraiment courageuses parce qu'honnêtement, le contexte ne leur est pas du tout favorable. Et moi, je les admire pour ça toutes, vraiment. Il faut faire ce que tu disais aussi et que tu fais, c'est-à-dire que c'est la visibilité qui doit arriver pour qu'il y ait une place pour les femmes, pour qu'il y ait cette égalité et puis pour qu'on puisse ne plus être dans ces situations. Donc ça veut dire vraiment, comme tu le dis, qu'on doit nous faire très attention à systématiquement avoir des intervenantes, se référer aux femmes sur les questions techniques de vin, etc., avoir la représentativité. C'est ça les clés de l'information qu'on doit faire passer? En tant que journaliste, oui, mais par contre, il y a quelque chose qui manque, à mon sens, c'est un protocole de survie pour les potentielles victimes du milieu du vin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble anormal qu'Isabelle soit la seule personne en France à même de recueillir ces témoignages et d'orienter ces femmes. Certes, évidemment, il y a la justice, il y a des avocates qui sont identifiées, mais il y a quand même tellement de solitude et tellement de sentiments de souffrance, de désespoir, que le fait d'aller sur Instagram et de se confier comme ça à une inconnue, à mon sens, il y a quelque chose qui manque entre Paye ton pinard et la justice. Et Isabelle a plein de bonnes idées, je me permets de te les relayer, mais si tu veux, évidemment, je ne vais pas te voler la parole, mais cette histoire de créer des groupes de parole, par exemple, dans différentes régions viticoles de France, d'orienter les femmes peut-être avec une... Et je sais que différents salons veulent faire signer des chartes de bonne conduite pour les vignerons, qui s'engagent non seulement à vendre leur vin, mais ne pas agresser les femmes le soir en sortant du salon, parce que sinon ils seront éjectés des salons. Des mesures concrètes pour que les femmes se sentent bien dans le milieu du vin. Donc certes, d'un point de vue médiatique, on a notre rôle à faire, mais le milieu du vin doit aussi se saisir de ça. Il y a le syndicat Vin Méthode Nature, qui est un syndicat que dirige aujourd'hui Isabelle, qui exige que parmi toutes les bonnes pratiques en termes de vignerons, protéger la nature, ne pas utiliser d'intrants, etc., donc toute la partie vitivinicole, il y a aussi une dimension humaine de respect. Et donc, si un vigneron ou une vigneronne, d'ailleurs, agresse une de ses pairs, elle est éjectée du syndicat. Donc, que finalement, ces mesures, elles soient aussi là de façon coercitive à la base, et puis ensuite qu'il y ait quand même un protocole de défense pour, voilà, vous êtes une jeune stagiaire dans le milieu du vin, il vous arrive ceci, voici ce que vous pouvez faire, voici les avocats que vous pouvez contacter, voilà, des choses très concrètes. On n'a pas assez de temps, et j'en suis vraiment désolé. On va devoir s'arrêter sur cette conclusion, en tout cas d'un peu d'espoir. Disons, c'est qu'on a des choses à faire, on les comprend, il faut qu'on se parle, il faut qu'on parle tous ensemble, et puis que les hommes se sentent concernés par ce projet. On a bien compris, on le sait, hein, les droits des femmes, c'est des droits humains, enfin, pour paraphraser Barack Obama. On se reverra. Merci d'être venu ici. Merci d'avoir commencé cette conversation. Ce n'est que le début. On a besoin de vous. On vous suit. On vous remercie, Isabelle, énormément. D'abord des vins qu'on boit, des Côtes de la Molière qui sont merveilleux, qui nous rendent heureux. Et puis d'avoir pris sur toi cette charge. Donc, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Isabelle Perrault, Marie-Ève Lacasse. Louise Bouchin, merci beaucoup d'être venue. On se donne rendez-vous. On se retrouve sur la scène liquide très bientôt pour continuer à parler de tout ça. Et puis on se donne rendez-vous dans 10 minutes avec 20 des potes. Ils sont là, ils sont super et on va boire avec eux aussi. Merci, à tout de suite. Merci.